Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et les vraies voix qui font rouler la France, on est ensemble avec Philippe David, Patrick Roger et Jean-Marie Bordry pour cette belle émission. Au sommaire de cette émission, donc ce dimanche, les Parisiens sont appelés à voter sur la surtaxation du stationnement SUV à Paris. Les chiffres du marché de janvier ont été dévoilés ce matin. Ils sont positifs tant pour les véhicules particuliers que pour les véhicules utilitaires. On les dévoilera et les analysera en votre compagnie. Et on reviendra sur le coup de frein sur le marché de la voiture électrique. Le PDG du groupe Renault, nos voisins allemands et Tesla s'inquiètent de la transition douloureuse et d'un marché qui n'est pas porteur en ce moment. Enfin, depuis le 1er janvier 2024, il y a pile un mois, les restrictions liées aux ZFE se sont intensifiées dans certaines agglomérations de France, mais pas partout, puisque c'est un peu compliqué et ce n'est jamais la même chose. On en parlera à la fin de cette émission. Et notre invité pour commenter tous ces projets, Xavier Oran, délégué général de Mobiliance. Bonjour, merci d'être avec nous. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. Les SUV, c'est la dernière mode des constructeurs automobiles pour nous faire acheter des véhicules toujours plus gros, plus lourds, plus polluants. Pourquoi pose-t-il problème ? Parce qu'ils prennent trop de place dans nos rues déjà étroites, parce qu'ils polluent beaucoup trop et menacent notre santé et notre planète, et parce qu'ils mettent en danger, oui, les piétons, les enfants, les personnes âgées. Ils provoquent plus d'accidents qu'une voiture normale. Et les chiffres sont là. Il est temps de rompre avec cette tendance des voitures toujours plus grosses, toujours plus hautes, toujours plus larges. Alors le 4 février, votez. Dimanche 4 février, Xavier Oran, les Parisiens sont appelés à une votation, comme on dit en Suisse, sur la surtaxe pour le stationnement des SUV à Paris. Une votation pour laquelle Mobiliance a fait un recours en justice. Oui, absolument, parce que je pense que dans ce type de débat, ce débat est peut-être extrêmement utile pour notre démocratie et puis pour la manière dont la filière automobile doit évoluer et doit continuer à innover. Mais je mets un mais immédiatement dans ma phrase, à condition, bien entendu, de poser correctement la question et puis d'utiliser les procédures démocratiques qui sont adéquates et qui sont prévues en ce sens-là. Et puis enfin, en écoutant Madame la maire de Paris encore à l'instant là dans votre extrait, ce qui est quand même assez frappant, c'est que tout est présenté à sens unique en réalité. Alors que moi, de manière assez simple, un débat, il est fait pour que des partis puissent apporter des éléments contradictoires, puissent enrichir le débat, prendre de la hauteur, prendre du recul. Et je trouve, de manière assez singulière, que la mairie de Paris manque tout à fait de recul, voire de hauteur. Et c'est bien dommage, parce que ce sont des questions qui sont essentielles, qui sont quotidiennes, qui sont tout sauf neutres dans le budget des ménages, et qui posent en réalité de très nombreuses questions, à la fois sur nos choix de société, sur nos modèles économiques et sur la liberté de déplacement. Et par conséquent, effectivement, en estimant que le stationnement est en fait est quelque chose de parfaitement constitutif de la liberté d'aller et de venir. Avec la Ligue des conducteurs, Mobiliance a en effet déposé, il y a déjà maintenant plusieurs jours, un référé suspension devant le tribunal administratif de Paris. Et donc, nous en sommes là, mais j'y reviendrai probablement dans un instant. Ouais, et pour l'instant, c'est pas encore suspendu, mais vous parliez de la manière de poser la question, c'est ce qui fait notamment polémique. Je vais vous lire la question telle qu'elle est posée aux Parisiens qui sont appelés à y répondre. C'est instructif, vous avez bien raison. Je cite, pour ou contre la création d'un tarif spécifique pour le stationnement des voitures individuelles lourdes, encombrantes et polluantes. Alors, on a posé la question avec notre reporter Sud Radio Quentin Gérard aux Parisiens, ce qu'ils en pensaient, vous allez voir, réaction contrastée. La question posée est absolument honteuse. C'est comme si vous demandez aux gens, est-ce que vous voulez être plus empoisonné ou moins empoisonné ? C'est manipuler les gens. C'est pas prioritaire et puis je trouve qu'il y a un côté très stigmatisant des gens qui ont des SUV. En tant que grand piéton devant l'éternel, je suis pour une fiscalité accrue pour les SUV. On devrait faire un maximum pour favoriser les transports en commun, donc limiter les voies par des véhicules lourds, encombrants et généralement conduits par une ou deux personnes. En fait, c'est pas très efficace comme mode de transport. Moi, j'ai une voiture hybride et je vais payer plus parce que j'ai soi-disant un SUV alors que je consomme beaucoup moins qu'une voiture non hybride. Alors, ceci dit, Xavier Oran, est-ce qu'un SUV pollue plus qu'une petite voiture ? Malgré tout, la réponse est oui. Alors, je ne veux pas esquiver cette question. Évidemment, une voiture censée être plus lourde va consommer davantage d'énergie.
Mais quand on rentre dans le détail, et Dieu sait si la filière automobile est une filière économique, industrielle, technologique extraordinairement complexe, et que les usages en termes de mobilité sont profondément différents. Et j'ajouterais que sur un plan mondial, les marchés européens, quand on parle de SUV, ou le marché américain, ou le marché asiatique, n'ont rien à voir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas simplifier les choses d'une manière aussi outrancière que la question dont vous avez rappelé, à juste titre, le libellé. Parce que la question est tellement présentée de manière simplificatrice, orientée, que, effectivement, la réponse est dans la question. De bonne foi, nous tous autour de la table, si la même question nous était posée, la réponse serait oui. Évidemment, oui, il faut interdire et taxer ces véhicules. De la même manière, quand je vous repose cette question, sans l'esquiver, quand je vous demande si les SUV ça pollue plus, vous répondez oui vous-même. Alors, après, dans les SUV, il faut, si vous voulez rentrer un peu dans le détail, la tendance est à la décarbonation. C'est une tendance qui a été imposée, en particulier par Bruxelles, dans le cadre d'une stratégie, qui est la stratégie du Green Deal. Et donc, l'important, c'est de décarboner nos usages, et les véhicules électriques répondent à cette difficulté. Parce que les véhicules électriques sont concernés avec les véhicules hybrides parce qu'ils sont plus lourds, donc ils rentrent dans cette catégorie. Ils sont forcément plus lourds, et la part des SUV qui ne sont en fait qu'un élément de carrosserie est prédominante dans les véhicules électriques. Ouais. Retenez simplement que dans le poids de ces véhicules électriques, ils sont effectivement nécessairement plus lourds, pour plusieurs raisons, j'y reviendrai, mais l'une d'entre elles, c'est la recherche de l'autonomie en termes de batterie. Mais pour poursuivre ce que disait Jean-Marie Bordry, un SUV, qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Comment on définit? Est-ce que c'est forcément une grosse voiture? Luc Châtel disait la semaine dernière qu'il ne savait pas ce que c'était. Non mais c'est quoi un SUV? Pourquoi on a créé des SUV d'ailleurs, si ça existe, Xavier Oran? C'est un peu embêtant. Parce que si le président de la plateforme automobile, Luc Châtel, dit lui-même qu'il ne sait pas répondre à cette question, et que votre humble serviteur ne sait pas davantage répondre à cette question, c'est assez étrange. Si on résume, c'est une voiture plus grosse, plus lourde et surélevée. En gros, c'est ça un SUV. C'est une voiture qui est plus haute sur pattes, comme on dit, qui est recherchée avant tout pour son confort, pour sa visibilité, pour le sentiment de sécurité. Sentiment ou pas de sécurité? C'est un sentiment de sécurité, d'autant plus lourd d'ailleurs, sans jeu de mots, que ce sont des véhicules qui embarquent beaucoup de technologies en matière de sécurité et de protection de l'environnement, à la demande d'ailleurs des autorités nationales et des autorités européennes. Sur la sécurité, parce qu'Anne Hidalgo, elle dit il y a plus d'accidents avec les SUV, grosso modo c'est plus dangereux. Est-ce qu'il y a des statistiques réelles qui existent? Oui, j'ai regardé ces statistiques, et là encore, je suis extrêmement surpris, parce que en regardant les communications de la mairie de Paris elle-même, s'appuyant sur des sources tout à fait officielles, l'accidentologie dans Paris au cours de ces dernières années a baissé, et elle a réaugmenté assez légèrement depuis quelques années, du simple fait, d'ailleurs qu'on observe tous les jours quand on circule dans Paris, que la cohabitation entre plusieurs modes de transport est aléatoire, voire dangereuse. Avec les vélos, quoi. Oui, bien sûr, même les bus, etc. Non, mais il faut dire les choses. Il faut dire les choses, ça a été, c'est tout à fait normal. Il y a un partage de l'espace public qui doit être prévu, qui doit être organisé, et c'est la raison pour laquelle les plans de déplacement sont des éléments de politique publique extrêmement importants, mais on ne résout pas des questions aussi complexes avec des votations de cette nature qui simplifient les débats, qui consistent au final, en fait, à diviser un peu plus les usagers de la route, qu'ils soient automobilistes, cyclistes ou à pied ou en deux roues motorisées. Je pense que cette politique qui consiste systématiquement à, comme le disait l'un de vos auditeurs, à stigmatiser une catégorie de Français n'est pas la bonne. C'est une vision finalement très approximative des choses. Mais c'est Paris, et demain ce seront les autres villes en fait aussi. Non, mais il y a valeur d'exemple. C'est pour ça qu'en tant que patron de la grande filière automobile Mobiliance, vous défendez, vous dites demain ça va être Lyon, ça va être Bordeaux, ça va être Clermont-Ferrand. Ce que je crains, c'est un grand capharnaüm et une sorte de concours Lépine pour sur des bases qui sont contestables, parce que en fait tous les chiffres qui ont été cités très abondamment, avec un renfort de sondage qui donne d'ailleurs le résultat de la votation avant même qu'elle soit faite,
Parce que si je prends les différents relais qui, notamment dans les réseaux sociaux, finalement, à quoi bon voter dimanche? Ça dépend. Si vous mobilisez de votre côté. Les résultats, si j'en entends, la mairie de Paris sont déjà acquis, puisqu'une majorité de Parisiens seraient déjà acquis à la cause. Mais excusez-moi, parlons vrai, Xavier Oran, on parle beaucoup des voitures, on dit qu'elles sont dangereuses, mais les vélos sont très dangereux aussi. C'est-à-dire que est-ce qu'il ne faut pas encadrer et mettre en place une pédagogie pour éviter d'avoir des vélos qui roulent à sens inverse? Enfin, il y a aussi une pédagogie à faire. C'est pas que les voitures. C'est une question d'éducation routière. Et l'éducation routière est un vrai sujet. Cette éducation à la route concerne tous les modes de transport, d'ailleurs à tous les âges, avec des technologies qui ont fondamentalement changé, des pratiques, des usages qui se sont diversifiés, et puis un partage de l'espace public qui est devenu extraordinairement complexe. Quand on circule dans Paris aujourd'hui, c'est devenu infernal en termes de circulation. Il faut un nouveau permis de conduire, excusez-moi, mais une très grande vigilance dans toutes les villes, pour à la fois bien domestiquer les produits dont on a la responsabilité, et puis tout un environnement autour de soi qui est devenu objectivement compliqué, qu'on soit en voiture ou pas en voiture derrière. Mais encore une fois, opposer les modes de transport entre eux, alors que l'un des sujets, c'est les Parisiens font ça très bien sur la route. Il n'y a qu'à voir comment ils se parlent et comment ils se klaxonnent. Donc ils sont déjà opposés entre eux. Le partage de la route ne se fait pas bien. Ça a toujours été un sujet de discorde. Je fais pas dire parce qu'il n'est pas clair non plus. Vous êtes Marseillais, vous ? Je pense que jeter toujours la discorde sur nos pratiques de mobilité n'est pas la bonne approche. Les mobilités, elles sont aussi diverses que peuvent l'être les Français. Tous. Et la question, pour être un peu plus complet par rapport à vos auditeurs que j'écoutais tout à l'heure avec intérêt, c'est que on enferme le débat comme s'il devait être enclavé à Paris. C'est pas un débat de Paris entre Parisiens, sauf que l'un des problèmes, c'est que seuls les Parisiens inscrits sur les listes électorales pourront voter, pourront donner leur avis. Vous n'êtes pas en train de regretter qu'il n'y ait pas la même votation à Grenoble, à Lyon ou à Marseille. Le résultat serait peut-être le même. Pour l'instant, les SUV ne sont menacés qu'à Paris. Je pense que quand on parle de grandes métropoles comme celle que vous citez, elles sont forcément reliées à un écosystème territorial qui est tout autour, qu'on appelle la périphérie, tout simplement. Paris est dans une région qui est un des poumons économiques de la France. Le parc francilien est extrêmement important et le nombre de personnes, entreprises ou particuliers qui ont besoin de venir à Paris tous les jours, dans une très grande majorité des cas, ils n'ont pas la possibilité de faire autre chose que de prendre leur véhicule, parfois des véhicules qui sont des SUV, parfois ce ne sont pas des SUV, parce que là encore il y a une très grande simplification du débat par rapport à la question de Cécile de tout à l'heure, qui était finalement qu'est-ce qu'un SUV ? Un SUV, vous avez 2 heures. C'est une silhouette qu'on cherche à faire rentrer dans un texte. Quand on regarde en réalité la définition réelle, ou en tout cas par défaut, que la mairie de Paris propose, c'est une définition qui commence à 1,6 tonne. Donc on a regardé tout simplement le nombre de véhicules en Ile-de-France qui font plus d'1,6 tonne. Ça fait 900 000 voitures. Ah oui, 900 000 voitures. Et sur ces 900 000 voitures, combien d'entre elles sont des SUV ? Que la moitié, à peine. Donc, vous voyez, les choses sont beaucoup plus complexes que la manière dont les choses sont présentées. Et la manière dont la question, celle que vous rappeliez tout à l'heure dans son libellé officiel, puisque c'est sur cette base que les Parisiens et les Parisiennes devront se prononcer dimanche prochain, eh bien nous avons voulu apporter une contribution, une contradiction la plus constructive possible à un débat qui mérite de l'être, parce que les questions de mobilité sont au moins aussi importantes que celles du bâtiment ou de l'agriculture, pour prendre 2 exemples qui sont malheureusement dans l'actualité. Allez Xavier Oran, vous restez avec nous, on revient dans quelques instants, on parlera du marché de l'automobile. Les chiffres de janvier sont tombés, ont été dévoilés, et puis on reviendra aussi sur l'électrique. Est-ce que finalement, bon plan ou pas bon plan pour les constructeurs? Si vous voulez réagir, 0826 300 300, Aude vous attend. On est ensemble jusqu'à 20h, les vraies voix qui font rouler la France avec Xavier Oran. Sud Radio.
Retour des vraies voix qui font rouler la France. Notre invité ce soir, Xavier Oran, délégué général de Mobiliance. On parlait des SUV, on va continuer. On va se faire un peu l'avocat du diable. Quand on lit un peu la presse, les concessionnaires n'ont pas l'air inquiets d'un impact sur les ventes de SUV si jamais les Parisiens votaient pour la surtaxe de stationnement des SUV. Est-ce que vous partagez leur optimisme ? Moi, je préfère toujours lorsqu'un chef d'entreprise est optimiste. C'est d'ailleurs son ADN, en particulier en ce moment. On parle beaucoup de l'agriculture et d'une forme de harcèlement sur le plan réglementaire, qu'il soit national ou européen d'ailleurs. Je peux témoigner que dans le domaine automobile, on pourrait faire une compétition dont je me passerais bien sur la complexité réglementaire et sur l'empilement des normes au cours de ces dernières années, et qui ont d'ailleurs au passage alourdi le poids des véhicules dont on parlait tout à l'heure. Agri-bashing, car-bashing alors. Même combat alors finalement pour vous un petit peu. Oui, il y a des points en tout cas, il y a des points de convergence qui seraient assez intéressants de creuser, et d'ailleurs je note un peu avec une forme de désabusement de ma part que à quelques heures du discours de politique générale du Premier ministre, les questions d'automobile et de mobilité n'ont pas été évoquées, alors que c'est une part du PIB qui est extrêmement important. Au niveau européen, quand on prend un peu plus de recul, c'est 8% du PIB européen, ce sont 13 millions d'emplois, c'est un peu plus d'un tiers de la R&D au niveau européen, et quand on parle de planification écologique et de transition écologique, qui sont une ligne directrice absolument fondamentale pour la filière automobile, nous sommes en première ligne, puisque les transports représentent quasiment un tiers des émissions de CO2. Voilà bien une industrie qui est vraiment à la croisée des chemins et qui doit impérativement réussir, faute de quoi les conséquences économiques et sociales pourraient être... Effondrement en Europe. Emploi... Ça peut être un sabordage historique. Donc il faut tout faire, pouvoir public et acteurs privés, pour démentir ce scénario et nous emparer de l'avenir. C'est quelque chose de fondamental. Vous avez dit, Xavier Oran, tout à l'heure, que vous aviez engagé un référé contre le vote qui va avoir lieu ce week-end à Paris. Qu'est-ce que ça donne, ce référé, alors ? Vous vouliez interdire le vote ? Non. Le faux référendum, puisque c'est une votation ? Non, surtout pas. C'est excellent qu'il y ait un débat. Tout débat est bon à prendre, et comme je disais tout à l'heure, sous une condition très simple, un débat, il doit être contradictoire, il doit être éclairé, et il ne doit pas être issu d'une source exclusive d'information, puisqu'en réalité, toute la communication de la mairie de Paris est basée sur des données qui sont issues d'une ONG, qui est parfaitement honorable, qui est tout à fait connu, qui est le WWF, très bien, mais est-il possible simplement d'apporter une autre lecture, d'apporter d'autres datas ? C'est ce que vous faites, vous. Et c'est ce que nous David Béliard était venu de parler ici, d'ailleurs, sur Sud Radio. C'est éclairer les débats sur un sujet très complexe. Qu'est-ce que alors, ça le référé... Ça peut invalider la procédure ou pas ? Alors, écoutez, moi, première chose, on a déposé un référé suspension avec la Ligue des conducteurs. Pour suspendre le vote. Oui. Pour suspendre le vote, pourquoi ? Pas pour le plaisir de suspendre le vote, de chercher le buzz et puis de créer une énième polémique. Personne n'en a besoin dans le pays. En revanche, ce dont on a besoin, c'est un vrai débat démocratique. Encore une fois. Et nous estimons que il y a de nombreuses irrégularités dans la procédure qui a été choisie et qu'elle était susceptible, effectivement, soit bien de suspendre cette votation, soit, si cette votation se tient comme ça semble être le cas dimanche prochain, qu'elle puisse faire l'objet d'un recours en annulation. Et donc, on examinera à ce moment-là les possibilités de recours au fond. Dans un premier temps, vous n'avez pas réussi à suspendre, mais vous allez voir la suite. Dans un premier temps, le juge des référés, qui était d'ailleurs la présidente de la 2e section du tribunal administratif de Paris, ce qui n'est pas neutre, a réfuté le fait que la Ligue des conducteurs et Mobiliance avait qualité pour agir, ce qui est assez curieux, mais ce qui permet au juge de référé finalement de balayer les arguments de fond et de les renvoyer à plus tard. Dont acte, d'après mes informations, d'autres procédures sont en cours. J'attends le résultat des ordonnances. Nous sommes aujourd'hui jeudi. Assez curieusement, je n'ai pas de résultat. Donc nous verrons bien. Mais d'autres recours. Alors ce sont, grosso modo, on vous reproche de ne pas être des Parisiens qui déposaient un recours contre cette votation. Donc il faut que ce soit des électeurs parisiens, quoi. Donc je pense que des électeurs parisiens et des propriétaires de SUV, ou en tout cas de voitures d'un poids supérieur à 1,6 tonne, ont dû se manifester auprès du tribunal administratif.
Et c'est ce résultat que, à ce soir, je n'en dispose pas. Donc, ça veut dire qu'il aurait fallu quoi? Un vrai référendum local? Alors, Cécile, c'est tout à fait la bonne question. C'est l'un des arguments que nous avons cherché à faire valoir. C'est qu'en réalité, la manière dont cette procédure de votation a été organisée devrait être, selon nous, être qualifiée en référendum local. D'accord. En réalité, juste une minute, qu'est-ce que ça change? Je vais répondre à cette question. Il y a 2 codes qui structurent la manière dont les procédures de consultation des électeurs sont encadrées. Le code des collectivités territoriales et puis le code des relations de l'administration avec le public. Et la combinaison de ces 2 codes a fait que la maire de Paris a choisi une consultation très précise qui s'appelle la consultation facultative des électeurs. Cette consultation dite facultative est beaucoup moins contraignante à plusieurs égards, sans rentrer dans le détail. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle n'a pas de portée décisionnelle. Or, quand on regarde la communication de la mairie de Paris depuis le 17 novembre, c'est l'extrait de la maire que vous avez passé tout à l'heure, jusqu'à aujourd'hui, il s'avère que la mairie s'est engagée à suivre par avance le résultat de cette votation du 4 février prochain, de dimanche prochain, et que la portée, en fait, de cette votation a une portée beaucoup plus large que ce qui est présenté. Autrement dit, selon nos analyses, il conviendrait en droit que cette procédure de consultation facultative soit en réalité requalifiée en référendum local. Un référendum local, évidemment, est beaucoup plus contraignant. Il faut 50% de votants. Oui, alors, d'abord, il faut 50% de votants, donc on comprend mieux pourquoi cette procédure de consultation Parce que la dernière fois, c'était 7,5% de vote. Je vais y revenir. Donc, première condition cumulative, c'est qu'il y ait 50% de votants. Et la deuxième condition, dans toute démocratie, c'est qu'il y ait une majorité, évidemment, qui adopte l'acte référendaire. Donc, on comprend bien que la mairie de Paris ait choisi finalement la procédure la plus commode à tout point de vue, qui est celle de la consultation facultative. Or, encore une fois, nous considérons qu'il faudrait, en tout cas, la requalifier en référendum local. C'est toute autre chose et c'est un tout autre fondement juridique. Xavier, vous restez avec nous, parce que malheureusement on a des contraintes. Délégué général de Mobiliance, on revient dans un instant. Plein de choses encore à vous dire sur ce marché de l'automobile avec Patrick Roger qui est avec nous, Jean-Marie Bordry et bien sûr Philippe David. Allez, si vous avez des questions, 0826 300 300, Aude vous attend. On revient dans un instant. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et les vraies voix qui font rouler la France avec notre invité du soir, Xavier Oran, délégué général de Mobiliance. Une dernière question très courte sur la votation à Paris. Ensuite, on va parler des véhicules électriques. Vous voulez réagir d'ailleurs? Le 0826 300 300. Il y a un détournement de procédure sur cette votation, Xavier Oran? En tout cas, c'est notre analyse. En fait, la maire de Paris a, comme je l'expliquais tout à l'heure, choisi cette procédure de consultation facultative. Bon, dont acte le tribunal administratif tranchera. C'est pas à moi de le faire évidemment ce soir. En revanche, de manière très explicite dans toute leur communication, sur le mois de novembre et sur le mois de décembre, l'objectif affiché en fait est très clair. Je les cite, c'est dissuader les utilisateurs de véhicules de circuler dans Paris. Donc en fait, c'est une campagne grossièrement anti-voiture, et les familles d'ailleurs l'ont parfaitement bien compris. Mais en termes de procédure pure, dans le domaine environnemental et dans le domaine de la sécurité, de la circulation routière, la compétence en revient au préfet de police. Et donc, en fait, la mairie de Paris utilise cette consultation dite facultative liée à cette votation citoyenne du 4 février pour une compétence qu'elle n'a pas, et en l'occurrence, dissuader, sauf Xavier Oran, que personne n'a élu, c'est normal, le préfet de Paris, alors qu'Anne Hidalgo, quelles que soient ses compétences, a été élue clairement en assumant un programme anti-voiture. Ça a toujours été sa politique. Tout à fait. Elle a été élue là-dessus. Elle a été élue là-dessus. Maintenant, nous verrons dimanche la tenue de ce scrutin, et puis nous verrons, Cécile en parlait tout à l'heure, le taux de participation. Il faut que les Parisiens, bien sûr, aillent voter quand il y a un vote qui est ouvert. Je ne suis pas du tout de ceux qui disent qu'il ne faut pas aller voter. Il faut se déplacer pour aller voter, quel que soit votre mode de transport. Même en SUV?
même en SUV, bien entendu, mais ou en vélo. Les trottinettes, maintenant, c'est plus possible, puisque il y a quelques mois, une votation, justement, avec un taux de participation de 8%. Oui. avait fait en sorte que la mairie de Paris adopte la fin de ces trottinettes en libre service. Oui, donc voilà, ce sont des sujets importants. En libre service, les trottinettes. Parce que les trottinettes qui appartiennent à monsieur et madame tout le monde, elles peuvent toujours circuler. Il faut se déplacer, il ne faut pas laisser d'autres décider à votre place. Le problème, c'est que, hélas, les franciliens, eux, alors que ce sont eux les premiers impactés finalement par cette mesure, en fait n'ont pas le droit au chapitre et ne pourront évidemment pas voter puisqu'il faut être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir le faire. Et les voitures électriques, Jean-Marie Bordry? Oui, est-ce qu'on a trop misé sur l'électrique et est-ce que le marché électrique est en train de se dégonfler? C'est la question qu'on peut se poser après plusieurs informations qui nous sont parvenues dans les dernières semaines. D'abord la plus récente, Renault qui renonce in extremis à introduire en bourse sa filiale électrique Ampère au dernier moment en parlant d'un marché pas porteur. C'est ce qu'a dit Luca De Meo, le PDG de la marque. D'autres informations nous sont parvenues, des mauvaises perspectives pour Tesla, à qui tout semblait pourtant réussir. Et puis on a enfin ces mauvais chiffres de l'effondrement de la demande de voitures électriques outre-Rhin en Allemagne après l'abandon par le gouvernement des aides à l'achat de ces voitures électriques. Question Xavier Oran, tous les métiers de mobiliance ou presque sont engagés eux-mêmes dans l'électrification de leurs compétences ou alors de leur production. Est-ce que vous regrettez pas vous aussi de vous être lancé dans l'électrification? C'était pas en réalité, c'est pas en réalité un choix, cette électrification. Je vous rappelle simplement que tout cela est lié aux décisions qui ont été prises et définitivement entérinées par la Commission européenne et le Parlement européen, d'ailleurs l'été dernier, avec une échéance qui a été fixée en 2035, donc dans quasiment une décennie. À cette date-là, la commercialisation des véhicules thermiques en Europe est tout bonnement interdite. Il y a tout de même une clause de revoyure qui a été prévue pour 2026, donc ce qui permet peut-être de prendre du recul par rapport à la première partie de votre question. C'est-à-dire, on verra comment le marché évolue sur l'année 2024 et 2025. Avant et donc d'utiliser ces données à ce moment-là, en 2026, pour voir s'il convient ou pas de changer de braquet, d'amender un certain nombre de points ou pas. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Les industriels n'ont pas d'autre choix, au niveau européen et au niveau français, que d'accélérer pour être au rendez-vous de l'échéance de 2035. Et donc vos garagistes de s'adapter. C'est à l'ensemble d'une filière de s'adapter, sans jamais oublier le consommateur. Le consommateur commande la filière. Les industriels conçoivent et produisent des objets de mobilité qui sont conformes à la réglementation, mais qui sont aussi achetés par des clients. Ça, il faut jamais l'oublier. Et il se trouve que par rapport aux objectifs qui ont été fixés en termes de réduction de CO2 à l'horizon 2035 et plus à long terme à l'horizon 2050 pour être neutral au niveau carbone, la seule technologie disponible à grande échelle aujourd'hui et relativement accessible, on peut y revenir, c'est de fait l'électrique. Donc tous nos œufs ont été mis aujourd'hui, j'allais dire, dans un même panier. Il y a une compétition mondiale extraordinairement intense qui s'opère maintenant depuis des années. Et je constate simplement, et ça c'est mon regret, que l'Europe a pris le risque historique d'abandonner une technologie, en l'occurrence le thermique, qu'on maîtrisait absolument parfaitement et qui avait fait notre puissance et notre rayonnement, au profit de la technologie sur laquelle les Chinois se sont spécialisés depuis même pas une trentaine d'années, ont une avance considérable sur nous, avec une capacité d'amortissement sur leur marché intérieur qui n'a absolument aucun égal par rapport à ce que l'Europe et le marché français peuvent proposer. Donc on joue complètement dans un jeu déséquilibré, et avec la transformation du contexte que je résumerai avec trois adjectifs pour vos auditeurs. Quand on parle de transformation au niveau de l'automobile, il faut bien comprendre qu'elle est d'une intensité, d'une vitesse et d'une amplitude sans aucune comparaison dans toute l'histoire automobile. Donc, au milieu de tout ça, le marché, évidemment, est incertain. Pour les acteurs économiques, c'est une pression absolument considérable qu'il faut réussir. Et accessoirement, et ce n'est pas accessoire, il faut des marges pour pouvoir financer des investissements eux-mêmes colossaux. Quand je parle d'investissement au niveau européen, c'est de l'ordre de 300 milliards d'euros. C'est de l'ordre de 300 milliards d'euros. Et pendant ce temps-là, la Chine, elle,
a commencé son offensive sur les marchés européens depuis maintenant quelques mois, avec des chiffres qui sont assez significatifs sur le marché notamment pour les marques comme MG par exemple. Bien entendu, on pourra y revenir avec le bonus et un certain nombre de choses qui ont changé ces derniers mois. Mais n'oublions jamais que celui qui est le plus perdu, c'est le client. Et c'est un vecteur, et ce marché automobile, vous savez, comme d'autres marchés, naturellement, il y a plusieurs choses qui ne supportent pas. L'instabilité, l'imprévisibilité et l'illisibilité des différentes mesures. Le débat qu'on avait précédemment sur la question des SUV fait partie d'un brouillard, d'une réelle difficulté objective à bien apprécier ce qui est en train de se faire dans la filière automobile. D'un mot, par rapport à la mairie de Paris, ce qui est dommage, c'est que la pédagogie, justement, que j'essaie de faire avec vous ce soir, aurait dû peser beaucoup plus lourd que la démagogie, que ce soit à Paris ou à Bruxelles. Allez, 0826 300 300, Florian qui nous appelle. Vous vouliez réagir sur ces voitures électriques, Florian? Bonsoir Florian. Oui, bonsoir. Oui, écoutez, je vous écoute et moi je voulais quand même avoir quelques éléments sur la voiture électrique, enfin en tout cas partager mon sentiment. Je trouve que déjà la voiture électrique c'est une solution, pas qu'une seule solution, parce que on a toujours tendance à dire est-ce que la voiture électrique c'est bien ou pas bien. À mon sens, ça peut être bien, mais c'est pas peut-être la seule solution. C'est peut-être dommage. Effectivement, je rejoins un peu l'avis de mettre tous les œufs dans le même panier. Il y a peut-être un risque à ce niveau-là. Et je voudrais aussi réagir par rapport à certains arguments qui sont donnés par les constructeurs sur l'idée que la voiture électrique ça peut être une solution, notamment quand j'entends dire effectivement il y a quand même une majorité des Français qui font moins de 50 km par jour, ou du moins que 80% de leur temps fait moins de 50 km par jour. Moi, j'achète aussi une voiture pour ces 20% restants. Moi, j'ai besoin d'avoir une voiture quand j'ai envie de partir en week-end, etc. Donc là, l'électrique pourrait avoir un peu ses limites. Et puis aussi, je voudrais aussi faire part de mon sentiment sur l'inégalité qui existe. Parce que c'est pareil, quand on entend les fabricants des bornes de recharge qui disent oui, les bornes de recharge, c'est cher de charger sa voiture, mais c'est pas si cher de recharger chez soi. Donc du coup, on a une vraie inégalité entre ceux qui ont la possibilité de recharger chez soi, notamment qui disposent de pavillons, de maisons, et ces gens qui habitent en immeuble et qui n'ont pas de parking, et qui ne peuvent pas du coup recharger chez soi. Voilà. Et enfin, je voudrais quand même savoir un peu quelle est la part de l'électrique entre les entreprises qui achètent et les particuliers. Ouais. C'est tous ces éléments-là qui me posent question. Vous bougez pas, Florian, parce qu'on est obligé de faire une petite pause. On va répondre à toutes ces questions dans un instant. 0826 300 300. Vous les partagez, bien entendu. Ce débat avec nous, notre invité Xavier Oran, délégué général de Mobiliance. On revient dans un instant. Tellement de choses à dire sur ce secteur de l'automobile avec Xavier Oran, délégué général de Mobiliance. Jean-Marie Bordry, sur la question forcément qu'on évoquait tout à l'heure avec Florian sur ce marché de la voiture électrique. On renvoie forcément vers Xavier Oran. Difficile de dire, oui, effectivement, la voiture électrique, c'est bien et c'est pas bien, mais ça veut tout et rien dire. Mais est-ce que aujourd'hui, il faut quand même s'échapper et se dire qu'il faut quand même préserver des alternatives au cas où? Moi, je pense que c'est le bon sens paysan qui parle. Évidemment qu'il faut préserver, mais bien sûr qu'il faut préserver des alternatives. Le dilemme, comme je l'évoquais tout à l'heure pour les constructeurs, c'est que la compétition est mondiale et qu'il y a une course de vitesse qui est engagée. Bon, avec une réglementation qui est telle qu'elle est, telle que je l'ai décrit tout à l'heure. Donc le chrono est en marche, il faut aller très vite, et puis l'objectif, il ne faut pas l'oublier, c'est d'embarquer toute une filière sur la voie de la décarbonation pour participer très clairement à la défense de l'environnement, à la protection du climat. Donc, mais il y a une transition quand même entre avant et après. Ce qu'on oublie, c'est que quand on parle de transition écologique, il y a le mot transition. Oui. Il y a le mot transition, il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que la clause de revoyure que j'évoquais tout à l'heure est une étape importante. Et puis je ferai une observation qui est, je trouve, assez intéressante. Je l'ai repérée dans les communications du gouvernement chinois il y a quelques semaines. Le ministre de l'économie chinois, en présentant le plan, la vision de Pékin à l'horizon tout de même 2060, déclare que les carburants synthétiques font partie de la solution et que les véhicules par conséquent à explosion, classiques, conventionnels, celles qui roulent sur nos routes de manière ultra majoritaire dans notre parc français et européen, en fait resteront très longtemps une solution qu'il faut continuer à exploiter. Et là,
je trouve que vraiment on accumule les erreurs stratégiques. D'un côté, on abandonne une technologie thermique en Europe où on est les meilleurs, où on était les meilleurs au profil électrique, très bien. Et de l'autre, nos compétiteurs, qui sont des compétiteurs de grande qualité, qu'il faut surtout pas sous-estimer, eux, non seulement se servent de l'électrique pour gagner des parts de marché, bousculer les hiérarchies mondiales, mais n'ont pas oublié la technologie du thermique et en particulier des carburants de synthèse, alors que ces carburants de synthèse avaient fait justement un débat et polémique l'été dernier au niveau des autorités européennes, et la porte avait été fermée à des propositions émanant notamment des Allemands sur le sujet. Je trouve que la stratégie n'est pas très brillante et qu'il vaudrait mieux, comme le bon sens paysan le recommanderait, ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, et c'est ce qu'on appelle en langage industriel préserver la neutralité technologique. Autrement dit, le législateur pose un cap, un objectif, c'est aux industriels de trouver les meilleures technologies pour pouvoir y répondre. Parlons d'un point important. Vous dites que les Chinois ont une grande avance sur l'électrique, mais on se pose une question, parce que les véhicules européens qui rentrent en Chine ont à peu près 30% de droits de douane, les Chinois qui rentrent en Europe ont 10% de droits de douane, alors qu'ils en ont 27,5% quand ils rentrent aux États-Unis. Est-ce qu'on n'est pas vraiment naïf ? Je pense que l'Europe est complètement naïve. Je pense que l'Europe est complètement naïve, c'en est même désarmant. Alors que nous avons dans notre classe politique, tous bords confondus, beaucoup d'élus qui n'ont jamais autant parlé de souveraineté et d'indépendance, à juste titre, et en particulier sur une filière aussi structurante. C'est une des poutres économiques de notre continent. Donc restaurer les conditions de notre réindustrialisation et de notre souveraineté, ce ne sont pas des mots, ce sont des impératifs. Ce qui se joue en fait, c'est une Europe naïve et désarmée qui est coincée entre deux continents automobiles, les États-Unis et son impérialisme, parce que les États-Unis se réindustrialisent à une vitesse absolument stupéfiante, et ont pris une compétence, en particulier dans le domaine du software, qu'ils dominent à 80%. Et de l'autre, il y a cette Asie, cette Chine, cet empire du milieu, bien nommé, qui elle-même domine plus de 2/3 de la chaîne des valeurs qui sont liées des batteries, du raffinage jusqu'à la production. Donc l'Europe est au milieu, cherche sa voie, une troisième voie. En a-t-elle en réalité les moyens, lorsque je vois, grosso modo, que 80% des technologies est dominée par les États-Unis et qu'en gros, 70 à 80% de la batterie, de la chaîne de valeur, est dominée par la Chine. Donc il est temps que l'Europe se ressaisisse et un vrai sursaut, arrête avec des discours un peu romantiques. Quand on a une volonté de puissance, il faut pouvoir l'exercer et donc rentrer dans des relations avec nos différents partenaires commerciaux qui soient d'égal à égal, mais en tout cas d'ouvrir les yeux et ne pas continuer avec une forme d'angélisme BA et de constater les dégâts dans les 10 ans qui viennent sur le plan industriel ou sur le plan de la filière des équipementiers, par exemple. Pour rester sur les pertes de compétences, je vous propose de conclure sur une note un peu plus romantique pour les amoureux de la voiture. On parle auto avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault, seront en direct du salon Rétromobile qui a lieu en ce moment à Paris. C'est le salon qui expose toutes les voitures de collection, des voitures de James Bond, comme votre vieille Dodge. C'est absolument magnifique. Pourquoi me regardez quand vous dites ça, vieille Dodge ? Alors non, je vous regardais quand je parlais de la voiture de collection, Cécile. Quoi qu'il en soit, cette semaine, le Premier ministre Gabriel Attal a parlé des difficultés de recrutement dans les très petites entreprises. Ce sont aussi vos adhérents. Lorsqu'on demande aux spécialistes, aux amoureux des voitures de collection, Dieu sait s'il y en a en France, ils vous expliquent qu'on trouve de moins en moins d'ébénistes, par exemple, de carrossiers au sens noble du terme, celui qui, à partir d'une tôle, vous refait une aile d'une vieille traction, par exemple. Est-ce que vos métiers ont du mal à recruter ces artisans, voire ces artistes Artistes, oui. Je vais prendre deux chiffres. Les métiers que Mobiliance représente ont progressé en termes d'emploi de l'ordre de 3% par an depuis 10 ans. Pendant que notre industrie automobile, hélas, décroissait en termes d'emploi de 3% par an depuis ces 10 dernières années. Donc il est temps de se ressaisir, parce que c'est toute une filière qui doit incarner un nouveau récit et qui doit montrer qu'elle est positive, qu'elle est capable de relever un challenge qui est aussi intense que celui que j'expliquais tout à l'heure. Alors des salons comme celui de Rétromobile, ils sont exceptionnels. Moi je conseille à vos auditeurs d'y aller. C'est le palais des merveilles. Ils vont voir des merveilles. Ils vont voir une chose très simple. L'automobile fait partie de notre patrimoine. Ça fait partie de nos gènes, de nos savoir-faire, et de ce goût de transmettre ce savoir-faire dans plus de 170 000 entreprises que Mobiliance représente. C'est quelque chose d'absolument exceptionnel. En revanche,
Moi, je me résous pas à ce que l'automobile, ça soit un sujet pour les musées. Notre patrimoine, c'est bien. Le défi, c'est de se projeter dans l'avenir. Et qu'il soit vivant. Et qu'il soit vivant. Oui. C'est ça aussi qui se joue. Et moi, je pense à cette France, celle qui va visiter Rétromobile, et qui est très présente dans tous les salons régionaux en France, tous les week-ends. C'est une France, vous savez, elle aime bien la liberté de se déplacer. Elle aime bien ces objets technologiques qui ont évolué de manière absolument considérable sur ces 50 ou ce dernier siècle. Et elle est très attentive à ce qui est en train de se passer. Et cette France-là, elle est discrète, elle milite pas beaucoup, mais elle fait très attention à ces questions de mobilité, et elle a raison, parce que l'automobile et la mobilité, ce sont des vecteurs de stabilité de notre société. Et ça, je pense que nos élus, qu'ils soient à Paris ou ailleurs, ils ne devraient pas l'oublier, ils devraient y réfléchir. Et je les invite à visiter Rétromobile. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci mille fois Xavier Oran d'avoir été avec nous. Délégué général de Mobilian, on remercie aussi Patrick Roger d'avoir été là. Mais merci beaucoup Jean-Marie Bordry. Merci Jean-Marie. Plaisir. Merci à votre équipe, à notre équipe formidable des Vraies Voix. Philippe David, on se retrouve demain. Demain à 17h, tout de suite Sud Radio à votre service. Et juste après le flash, vous retrouverez l'essentiel de Sud Radio en 60 minutes. À demain 17h. Passez une bonne soirée. Salut, à demain.